Et vous écoutez Bretagne 5, il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Jean-Paul Vermeaux. Il est maire socialiste de Morlaix. Il est également président de Morlaix Communauté. Il est venu de Morlaix pour être avec nous au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour Bretagne 5. Alors, je vous appelle Monsieur le maire parce qu'on va parler de la ville de Morlaix ce matin. J'avais envie d'aborder cette interview par un côté un peu plus sombre. On sait que vous avez fait votre cheval de bataille de la lutte contre l'insécurité. Alors qui règne à Morlaix, il ne s'agit pas de faire un focus sur Morlaix, c'est un peu partout. Oui, puisqu'on verra dans le déroulé de mon propos qu'on s'en sort peut-être un tout petit peu mieux qu'ailleurs. Alors, c'est surtout les problèmes de trafic oui. de stupéfiants qui touchent Morlaix et d'autres villes de l'Ouest. On en parle assez souvent sur cette antenne. À la petite différence près, c'est que vous avez été menacé directement lorsque vous avez mis en lumière ces trafics, lorsque vous les avez dénoncés. Oui, en 2021, je suis alerté par un commerçant qui me dit « Écoute Jean-Paul, on voit des allers et retours dans le parc à côté de chez moi et j'y vais et je tombe sur des jeunes gens qui s'adonnaient au trafic. Je leur demande d'arrêter leurs allers et retours en scooter qui servaient à aller se fournir et immédiatement on voit bien que sous stupéfiant, un jeune homme me menace de mort, moi-même me menace de me brûler ma maison, ma mairie, mes enfants et je l'informe qu'immédiatement il y aura un traitement judiciaire face à de telles menaces, ce qui a été le cas, puisqu'il a été condamné à de la prison ferme. Et dans la foulée, sur l'identification de ce point de deal, il y a eu tout le traitement avec la police, mais également dans les recettes, puisque à l'heure actuelle, nous arrivons à endiguer les points de deal. Le travail de la police avec l'aide de la population, et on a relevé quelques recettes qui nous avaient permis de faire face, puisqu'on a été confronté 2 ans plus tard à un autre point de deal, et la question de la mobilisation de la population, de la mobilisation des élus, et donc de la dynamique avec les services publics, et notamment les services de police, elle est essentielle dans le traitement de ces installations de points de deal. Alors justement, une forme de collaboration entre les services de police, entre les citoyens. Oui. Les citoyens ont joué le jeu, si j'ose dire. Mais très clairement. Alors, on a un avantage comparatif. Historiquement, depuis l'après-guerre, quelles qu'aient été les majorités, les sensibilités politiques des majorités, on a toujours joué la carte de la mixité sociale. Donc nous n'avons que des petites cités HLM, elles font toutes moins de 10 immeubles, ou la plus grande approche peut-être les 10 immeubles, ce qui fait qu'on vit tous ensemble. Et que cette mixité sociale, elle permet toujours d'avoir des rapports, comment dire, peut-être pas toujours sereins, mais en tout cas très efficaces, très proches de la population. À chaque mois de septembre, on a une action avec la majorité municipale où on va dans chaque quartier. Donc on a vraiment eu un contact, une proximité qui nous a permis d'avoir un nombre d'informations, et puis surtout d'activer une volonté de ne pas accepter l'installation de ces phénomènes. Et donc, on a embrayé avec les services de police, les enquêtes, et pour l'instant, on a su faire face à les émergences qu'on appelle les points de deal. Ils n'arrivent pas à s'installer à Morlaix. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'ils se déplacent notamment sur les réseaux sociaux. Et là, moi, je vous avouerai qu'en tant que maire, je suis un peu plus handicapé pour avoir des capacités d'enquête. La police municipale, elle a pas de capacité d'enquête. D'ailleurs, faut qu'on soit très clair. Enquêter, fournir un dossier en bonne et due forme au procureur pour que les poursuites puissent se faire, c'est une compétence extrêmement particulière. Donc là, nous, on avoue que chacun doit être dans sa ligne et que le fer de lance contre la criminalité, ça reste l'État, sa police et sa gendarmerie. Il faut donner des moyens aux villes, alors des moyens en policiers, en enquêteurs. Souvent, on entend les maires qui se plaignent, qui se plaignent évidemment, en disant oui, c'est bien d'avoir les moyens de police, mais il faut aussi mener les enquêtes à leur terme. Mais bien évidemment. Alors nous, on a renforcé la police municipale. On n'a pas de souci de parler des questions de sécurité, de pouvoir vivre ensemble sereinement dans l'espace public. On avait 3 policiers municipaux quand on arrive, on est monté à 7, mais ils ne doivent pas faire le travail de la police, et notamment le travail de la police judiciaire. Je rappelle que la police municipale, elle n'a pas
d'autorité, par exemple, pour vérifier les identités, pour effectuer des fouilles. Donc, vous voyez que les moyens sont limités avec la police municipale. On a un vrai souci, et moi, j'ai encore dernièrement rappelé au préfet que je demandais des moyens supplémentaires, puisque effectivement, face à cette alors on l'appelle pour certains l'appelle marée de drogue. On a une augmentation extrêmement forte, notamment de la cocaïne. Il faut absolument qu'on se mette en ordre de marche. Et je suis intervenu au Congrès des maires de France à Paris, dans le premier atelier sur le narcotrafic, pour très clairement dire, avec l'assentiment de mes collègues et même du ministre, même s'il n'est pas resté très longtemps à ce moment-là, qui affirme que le fer de lance doit être celui de l'État et que le bras armé doit être la police. Donc moi, j'appelle très clairement à Morlaix comme ailleurs à renforcer les moyens de la police, notamment dans sa capacité, qu'on appelle la PJ, la police judiciaire, la capacité d'enquête. Est-ce qu'il faut armer les policiers municipaux aujourd'hui? Il y a un grand débat là-dessus. Est-ce qu'ils sont armés d'ailleurs à Morlaix? Alors ils sont armés. Ça fait, on ergote sur les catégories. Quand on parle d'armement de la police municipale, on parle d'armes à feu létales. C'est ça le débat. À Morlaix, vous voyez le périmètre de la circonscription police, c'est Morlaix-Saint-Martin. 59 policiers nationaux, dernier décompte, 7 policiers municipaux, avec des pouvoirs restreints, avec aussi une complémentarité forte. La police municipale, c'est plus la paisibilité, le contact des concitoyens, la gestion du stationnement, des choses comme ça. Je crois que là, il faut, moi, dans le contexte morlaisien, il n'y a aucune probabilité qu'ils soient armés, en tout cas d'ici la fin du mandat, d'armes à feu létales. Voilà, ils ont des bâtons de combat, ils ont des gaz incapacitants, donc ils sont pas désarmés. On est extrêmement vigilants, mais l'arme à feu létale dans notre contexte de petite circonscription de police avec une présence de la police nationale, il n'y a pas lieu qu'on évolue sur le sujet, très clairement. Alors aujourd'hui, c'est ce fléau de la drogue que le gouvernement veut combattre. On a entendu beaucoup Bruno Retailleau d'un côté, on a entendu Gérald Darmanin également de l'autre, qui veut créer carrément Vous oubliez un acteur majeur. En fait, ils sont 2 acteurs majeurs. 2 sénateurs qui viennent d'émettre un rapport sur le narcotrafic qui est excellent. Parce que quand on a vu qu'on était confronté au problème, et qui datait d'avant le rapport, parce que on est élu en 2020, on y est confronté dès 2021. Donc c'est très rapide. Hein. Là, il y a, et on a voulu y participer, il y a un niveau de prise de conscience du problème qui enfin devient le bon. Parce qu'il y a eu quelquefois des tendances, pour certains, à nier le phénomène, ou ça risque d'entacher notre image, de minorer le phénomène. Ces phénomènes-là, ils passent pas tout seuls. Et nous, on a décidé de jeter une lumière très crue sur le trafic de drogue, parce que les conséquences sociales derrière sont catastrophiques. On a assisté à un net rajeunissement, sur les points de deal, net rajeunissement de ce qu'on peut appeler les guetteurs, les chauffeurs, les vendeurs. Et on a bien vu qu'une partie de notre jeunesse, que c'est nos gamins, moi je le dis toujours, c'est pas des gamins ni d'ailleurs, c'est les nôtres. Parce qu'on peut partir dans tous les sens sur ces débats-là. Nos gamins, on doit leur offrir autre chose. Il y a un moment clé qui est le décrochage scolaire. Donc on a agi en termes de police-justice. Oui, moi j'y suis allé, on aurait peut-être dû être un peu plus prudent, éviter les menaces de mort directes. Mais en tout cas, on y est allé, on y va. Ça a permis aussi de porter ce que vous disiez, une lumière sur le... Je pense qu'effectivement, le travail qu'on fait de mise en lumière du phénomène, il fait partie d'une dynamique de volonté de traiter le phénomène. Parce qu'on aurait dit, ouais, c'est rien, ça va passer, c'est pas grave. 2, il y a un point qui m'est insupportable. C'est que les premières victimes sont quand même concentrées dans les quartiers populaires. Ils s'installent plutôt en proximité des HLM. Et les gamins qui se croient devenir des brigands à la Scarface, ils sont rapidement les esclaves des réseaux, où on a même des témoignages où ils se font violenter. Donc il faut le dire à tous ceux qui pourraient être tentés par cette voie-là, c'est des substances qui amènent à la mort, c'est un milieu qui amène à la prison ou à la mort. Donc comme moi, j'aime bien tous mes gamins, même quand ils font des conneries, à l'échelle de la ville, on va essayer de les préserver de cela. On a immédiatement eu la réponse police-justice, ordre, mais aussi une réponse, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces phénomènes ? La prévention reste essentielle, prévention sur le produit, prévention aussi des situations sociales. On a vu dans les premiers points de deal que c'est souvent des jeunes adolescents, hommes de familles monoparentales, où certains allaient même jusqu'à menacer leur maman. Qu'est-ce qu'on fait ?
On les laisse se débrouiller, on les ostracise en disant « Ah, vous n'arrivez pas à avoir la bonne autorité parentale » ou on vit en société pour ces moments-là pour apporter l'entraide suffisante et nécessaire. Ordre public, accompagnement socio-éducatif avec tous les partenaires, éducation nationale, différentes associations d'animation jeunesse. On a ce terreau-là aussi favorable à Morlaix. On a plus d'une association par jour et on en a pas mal qui peuvent bosser sur ces questions sociales d'accompagnement de la jeunesse. Et puis on a une réponse santé. Parce que quand on se retourne vers l'addictologie, les services de psychiatrie, parce que jusqu'à maintenant, la drogue, ça n'a pas rendu plus intelligent. Hein. Non, on n'a pas entendu dire non. Par contre, on a quelques témoignages des services médicaux où on a un effet d'activation des problèmes psychiatriques avec la consommation de drogue. Avec des produits souvent très agressifs, finalement. Ah oui, on a vu l'émergence de la cocaïne. C'est du délire. Hein. Et les drogues Alors de moi, j'ai synthèse, toujours pas réussi à en voir. Et puis je souhaite ne pas aller dans les réseaux où on puisse y être confronté. Mais les témoignages, même depuis plusieurs années, on en trouve dans le moindre de nos villages. Et c'est pour ça qu'il faut y aller franco, sans peur d'être stigmatisé par tel ou tel phénomène. C'est partout. C'est partout, il faut qu'on s'organise pour le combattre. Avec aussi l'aspect financier de ces trafics de drogue. Aujourd'hui, on a vous parliez tout à l'heure des guetteurs, des petits guetteurs au coin des immeubles qui touchent des sommes assez importantes par semaine. Alors, on est très prudent sur ce sujet-là. Voilà. Comment faire en sorte... On est très prudent parce que les témoignages qu'on a pu avoir, c'est qu'effectivement, ils peuvent être attirés au début par des sommes. Souvent, on en fait des consommateurs et souvent, on les met en situation de dette. De dette de stupéfiants. Et je dis, on a quelques témoignages de situations où on est attiré par le gain facile. Le gain facile se transforme souvent en dette, puisque si vous êtes arrêté par la police et que le produit est pris par les policiers, ça devient une dette par rapport à votre tête de réseau. Et cette dette-là, on vous la fait payer. Et ça vire assez rapidement à du quasi-esclavage. Donc on a des gamins qui sont baladés, violentés, mis en situation de stress permanent, et il faut certes commettre des actes criminels, c'est certain, mais il faut aussi qu'on puisse les accompagner vers autre chose. Certains ont 14-15 ans. On a vu justement baisser l'âge de ces gamins, comme vous dites, hein, c'est bien le terme à employer, qui finalement tombent dans le trafic. Avant, on n'avait pas de jeunes de 14 ans. Avec, comme vous le dites, tout ce qui découle de ce trafic, on le voit à Marseille. Alors Morlaix, c'est pas Marseille. Ah non, je rassure les auditeurs. Et c'est pour ça qu'on a voulu agir dès que les premiers phénomènes se sont faits tangibles. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Oui. Il faut prendre le problème tout de suite à bras-le-corps pour éviter justement que l'on aille vers une dérive. Toute dérive, effectivement. Puisque nous, on a fait venir le sénateur Durin. C'est le président de cette commission sénatoriale qui a émis un excellent rapport. Et j'invite vraiment tout le monde à le lire pour parler de cette question du narcotrafic. Parce que j'entends quelquefois des expressions qui sont fondées sur des sentiments. Il faut aller au-delà. Hein. Faut aller au-delà. Il dit très clairement qu'on a un net rajeunissement, hein, mais qu'on a aussi des ramifications, une sorte non pas de mafia, au sens italien du terme, qui est une organisation extrêmement pyramidale, mais une décentralisation, déconcentration du trafic de drogue. On peut avoir des réseaux, comme on a démantelé sur les points de deal. On a des vendeurs individuels qui se mettent à faire leur petite affaire. On a une forme de libéralisme. C'est un business, finalement. Ah oui, c'est un business très capitalistique, très libéral, où chacun peut devenir auto-entrepreneur ou appartenir à une société, petite société, PME. Donc on a quelque chose de multiforme, et il va falloir qu'on s'arme sur le tout. Après, on a aussi la question essentielle, follow the money, suivre l'argent. Comment est blanchi cet argent? J'ai un collègue, le maire de Montpellier, qui est intervenu dernièrement sur une radio nationale, qui dit on voit émerger des commerces qu'il vaut mieux contrôler. On a un nombre de barbiers, par exemple, qui peut interroger. Et là, je dis, la puissance publique, elle doit aussi se réarmer en termes de contrôle. La confiance n'empêche pas le contrôle. Il
il y a plein de barbiers super honnêtes, j'en connais heureusement, qui sont en plus d'excellents barbiers coiffeurs. On va recevoir du courrier des barbiers ce matin. Mais quand on voit émerger, et c'est là que le maire a toute son importance, communication, l'émergence des phénomènes, la communication avec la population, et puis quand on voit émerger des commerces, moi j'ai demandé à ce que des contrôles soient effectués pour qu'on soit sûr que ça ne soit pas des commerces de façade, et qu'il y ait une réelle activité derrière. Et puis il y a les réseaux aussi, les réseaux sociaux, on le voit aujourd'hui, il y a eu nombreuses enquêtes à ce sujet. Aujourd'hui, il y a aussi un marketing autour du trafic de drogue avec des marques détournées, des promotions, de la livraison à domicile. On l'a vu pas sur le premier point de deal, sur le deuxième. Les 2 tentatives de point de deal, quand même, je le répète, parce qu'on est toujours inquiet du phénomène. La police a réussi à les démanteler. Donc il faut le dire, parce qu'il y a quand même un vrai travail de fond, mais le volume d'activité par rapport à cette question, il est assez énorme. Sur le deuxième point de deal, on avait les cartes de fidélité. Au 10e achat, il est gratuit. Des bons à gratter, où on pouvait gagner de la substance stupéfiante. Et on est face à quelque chose quand même d'assez inédit. Et on a mis un peu de temps. Et nous, je considère qu'on doit se faire honneur à Morlaix d'avoir mis le problème sur la table. On a mis un peu de temps à réagir par rapport à quelque chose qui, après Covid, a émergé très 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 vite et s'est ramifié des grandes métropoles. Alors, justement, ça pose la question des villes moyennes. Morlaix est une ville moyenne. On a d'autres villes dans l'Ouest qui voient émerger le phénomène, qui reste aussi très présent évidemment dans les grandes villes, mais on le voit aussi se décaler, ce phénomène vers la campagne, c'est-à-dire souvent quand un point de deal est démantelé. Mais très clairement, c'est pour ça que je dis parlons-en très librement et de manière raisonnable, raisonnée, avec les bons chiffres, les professionnels, et je dis toujours au cœur de ces professionnels, il y a la police. Il y a une peur. C'est partout. Il y a une peur, il y a une forme d'omerta de certains élus, alors sans leur jeter la pierre, mais voilà, qui ont peur tout simplement Non, j'ai des collègues qui se sentent un peu désarmés par rapport au phénomène. Parce que je vous le dis, on a eu des faits de trafic, les faits de consommation, c'est partout. Entre les consommateurs habituels et occasionnels, on évalue à 10% de la consommation. Donc, il y a des consommateurs potentiellement partout, et donc il y a du trafic qui peut s'organiser partout. Et puis, il faut pas se mentir, quand on arrive à les chasser d'un territoire, ils vont immédiatement se déporter ailleurs. Les faits les plus graves, nous, ça a été dans des villages à côté de Morlaix. Dans des villages. Et donc, je dis, faisons sauter les verrous, les peurs de communiquer sur le sujet, parce que c'est toute la puissance publique. Nous, les maires, on y est prêts. L'atelier a eu un grand succès à Paris. On y est prêt, on a bien vu que là, c'était tout l'État qui était challengé. Nous, on fait partie de l'État. Donc je dis, parlons-en très franchement, sans phénomène de stigmatisation, il faut dépasser ça. N'ayons pas peur. Nous sommes tous concernés par ce problème, parce qu'en face, sinon, si on ne s'organise pas, ils continueront à se développer. Le chiffre d'affaires évalué, c'est 5 à 6 milliards. Donc des moyens qu'on n'a jamais vus dans des réseaux criminels en France. Sauf peut-être la criminalité en col blanc. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais il est vrai que là, il y a une volonté, on le sent. Alors, il y a ce rapport sénatorial, et puis il y a une volonté, on l'a compris, au plus haut niveau du gouvernement. Alors là aussi, sans rentrer dans la politique politicienne, mais on a entendu Gérald Darmanin vouloir construire des prisons, ou en tout cas organiser des prisons pour que les grands trafiquants, ceux qui sont à la tête des réseaux, soient mis un peu à part de la société, pas mélangés avec les autres détenus. C'est déjà une bonne idée pour vous déjà de séparer les businessmen. Non, la bonne idée, ce serait d'avoir un plan global qui permette de gérer et d'empêcher toutes les communications extérieures, ou en tout cas de les contrôler dans toutes les prisons de France. On sait que le téléphone portable... J'entends l'isolement, j'entends les témoignages qu'on a du sénateur qu'on a fait venir dans le Finistère pour travailler avec les élus. Moi, je suis président de l'Union des élus socialistes, donc on a fait venir le sénateur avec les élus socialistes du Finistère, qui nous disaient, faisons attention parce qu'on est aussi challengé en termes de capacité à envoyer, par exemple... des membres de réseaux criminels au concours de la fonction publique. Et le premier concours qui est visé, c'est le concours de gardien de prison.
Voilà. Voilà, Ce donc qui peut je vous permettre dis, après on est des face... perméabilités, comme l'on dit. Exactement, on est face à une volonté corruptive des réseaux criminels, et il faut qu'on réagisse rapidement avant que ça se... ça se matérialise en une vraie mafia. Là, on a des réseaux criminels qui se décentralisent. Faisons attention, l'étape d'après, avec un niveau de moyens extrêmement conséquent, ça peut vraiment être une confrontation très directe en termes de contrôle du territoire. Et là, c'est un sujet très politique. Donc, effectivement, quand on arrête des criminels, il faut contrôler leur communication extérieure. Pour les plus grands, peut-être même, je nous invite à avoir une réflexion globale sur le contrôle des communications extérieures des prisons françaises. Je ne dis pas les interdire, parce que derrière, le principe de la prison, c'est qu'à un moment, on en sort quand même. Donc il faut sans cesse préparer la sortie, mais il faut aussi empêcher des activités criminelles de perdurer, même avec des personnes emprisonnées. Vous parliez de l'argent tout à l'heure, donc un brassage d'argent énorme pour le trafic de drogue en France. Il faut aussi donner des moyens à l'administration fiscale, par exemple, de pouvoir contrôler, de pouvoir avoir on a tous les moyens de démonter finalement ces montages financiers. Vous parliez des barbiers tout à l'heure. Là encore, on ne va pas les stigmatiser. Hein, mais alors... Voilà. On prend l'exemple du barbier parce qu'il y a eu quelques cas. Donc je ne veux pas stigmatiser une profession, mais il y a malheureusement eu quelques cas assez probants où effectivement certaines officines ont servi de blanchiment. Donc là aussi, il faut mettre l'administration fiscale dans la boucle. Je suis très inquiet quand certains de mes collègues élus annoncent encore qu'il va falloir, dans les années qui viennent, extrêmement baisser les impôts. Je vous le dis, je suis très inquiet parce que malheureusement, il va falloir réarmer tout un pan de l'action publique. Il va falloir des moyens pour le réarmer. Dans la recette qui a permis le démantèlement des 2 points de deal à Morlaix, il y a une partie du commissariat qu'on peut encore appeler la police de proximité qui a dû passer sous les radars sarkozystes. Bon, peut-être qu'un peu éloigné de Paris, on ne s'est pas franchement occupé du cas, mais c'est des policiers qui sont là depuis longtemps, qui connaissent parfaitement le secteur et qui, dès les premiers indices, peuvent orienter leurs enquêtes. Cette capacité de la police de proximité, cette capacité de cette police en lien avec la population locale, pour nous, elle a été d'une performance rare. Le terrain, la réaction. Le terrain, et puis surtout, quand on voit, on ne résoudra pas tout avec une seule réponse police-justice. Au moment où, effectivement, on était confronté à ces phénomènes-là, on nous retirait des moyens d'accompagnement sociaux qui finançaient notamment un dispositif particulier, le DRE, dispositif de réussite éducative, qui sert à garder les gamins à l'école. Éviter l'échec scolaire, mais oui, éviter la rupture. Tant qu'on les garde à l'école, l'espoir est toujours là. Parce que l'éducation reste un moment d'intégration particulier. Quand ils rompent avec le système scolaire, on les voit basculer extrêmement rapidement en quelques jours. Donc, ordre public, justice sociale et accompagnement socio-éducatif. Et qu'est-ce qu'on fait de la politique de santé ? Alors j'allais y venir parce qu'on est aujourd'hui dans une période de restriction budgétaire. Ça nous amène un peu à la grande politique, mais on n'est pas si éloigné finalement. Restriction budgétaire, on s'est tiré des balles dans le pied quand on voit les dizaines de milliards, 60 milliards d'impôts en moins ces dernières années. J'entends que quand même on a pris une pente qui réduit les moyens de l'État. Il y a 2 façons d'équilibrer un budget. Soit on baisse les dépenses, soit on augmente les recettes. On a commencé à se tirer à coups de fusil à pompe dans les 2 pieds en restreignant extrêmement drastiquement nos recettes. Faut pas s'étonner qu'après, il y a des pans de la politique publique qui soient en difficulté. Donc moi, je dis, ayons un débat serein, mais quand on regarde le budget de l'État, on regarde les 2 postes. Parce que là, on a une volonté, une grande partie de la classe politique de dire faut baisser les dépenses, faut baisser les dépenses, faut baisser les dépenses. Expliquez-moi qu'il faut baisser les dépenses de police. Expliquez-moi qu'il faut baisser les dispositifs de réussite éducative. Excusez-moi qu'on va rester dans l'état de l'hôpital public, celui de Morlaix, où il manque 40% des effectifs de psychiatres. Et dans les psychiatres, il y a les addictologues. Donc moi, je veux bien, mais à un moment, il va falloir qu'on soit cohérent. Et je dénonce cette incohérence de dire il faut encore baisser les dépenses au moment même où quand on baisse les dépenses, c'est-à-dire quand l'État disparaît des territoires, on voit qui c'est qui émerge. Les réseaux criminels.
La nature a horreur du vide, Complètement. comme l'on dit. Justement, il y a aussi les associations sur le terrain. Oui. Aujourd'hui, elles reçoivent des subventions. On entend aussi cette petite musique des restrictions budgétaires. Ces associations qui font un rôle social important, un rôle de cohésion, Ah ben comme oui, l'on oui, dit. oui, très clairement. Ouais. Là aussi, il faut être vigilant. Les plus touchés, les collectivités les plus touchées, qui pourraient être le plus touchées par les mesures de l'État, c'est les départements. Départements dont le cœur de métier, c'est la cohésion sociale. Ils tirent la sonnette d'alarme, les départements, on les entend. Et peu importe la sensibilité politique, parce que on a, à l'échelle locale, des discussions, toutes sensibilités politiques confondues, qui sont extrêmement en décalage par rapport aux débats ou aux expressions des uns et des autres qu'on peut entendre au niveau national. On a conscience que si on ne réarme pas un pan de l'action publique, on est en danger. Justement, on entend, il y a une grande demande aujourd'hui des citoyens français, des Bretons, des Bretonnes, en disant voilà, il faut que les politiques soient plus connectés au terrain. J'ai compris que vous étiez connectés au terrain. Je crois qu'il n'y a pas un maire de France qui n'est pas connecté au terrain. Voilà. Mais souvent, c'est un mandat fondateur. Voilà, souvent, par contre, au plus haut niveau de l'État, souvent on a cette déconnexion du terrain et cette déconnexion aux élus de terrain. Oui. Là aussi, il va falloir renouer le fil. Il y a eu une... ça a été un effet... Alors, on ne résoudra peut-être pas le débat sur le cumul des mandats, je vois qu'il y a toujours un débat sur la question, mais il y a eu un effet quand même d'une forme de déconnexion entre les élus nationaux et les élus locaux. Même certains, pour avoir un avenir national qui évitait sciemment le mandat local. Faut quand même qu'on regarde ça de près. Parce que effectivement, on a avec nos collègues quelquefois, et puis il y a aussi eu dans ce phénomène le démantèlement, l'affaissement des organisations politiques. Parce que le lieu de la bonne connexion, quand elle se fait pas par le cumul de mandats, ça peut être le parti politique. Moi, je suis toujours resté dans le même parti politique parce que il permet cette connexion, cette alerte. Mais on a bien vu que... comment il s'appelait ? Le Nouveau Monde. Oui. Que le Nouveau Monde pouvait être que sur certains sujets bien pire que l'ancien. Il nous reste une minute à peine. Donc, je voulais vous entendre justement sur la politique. Aujourd'hui, ça s'est tendu. On voit un monde politique qui se cherche, y compris au Parti Socialiste. C'est pas toujours évident de vivre dans la majorité. En tout cas, dans cette majorité constituée de LFI, des Verts, le NFP. Moi, vous savez, j'ai eu la chance. Je milite depuis mes 15 ans. Je n'ai pas commencé à militer au Parti Socialiste, ça a été un choix qui vient aussi d'une éducation politique. Le choix du réformisme. Le choix aussi de respecter un ancrage historique. On ne vient pas comme ça, de manière anodine, dans le parti de Blum, de Jaurès, dans le parti aussi qui a acquis de grandes conquêtes sociales, mais qui a aussi participé à des moments d'union nationale. Je pense à l'après-guerre. Moi, j'oublie pas qu'à Morlaix, dans le Trégor, il y avait un ministre qui s'appelait Tanguy Prigent, qui était ministre du général de Gaulle. Donc la capacité au dialogue, elle doit toujours être ouverte. Par contre, le dialogue, il doit être sincère. Et ce que je vois souvent des débats politiques nationaux, c'est qu'on aimerait tirer tous les marrons du feu en même temps et parler à l'extrême droite en même temps qu'on parle aux socialistes en vilipendant l'extrême gauche. Il y a cette forme d'incohérence qui est insupportable pour nos concitoyens. Un dernier mot, vraiment en quelques secondes, parce que on va se faire tirer les oreilles par notre réalisateur, qui va dire qu'on dépasse le temps. L'extrême droite, c'est une inquiétude aujourd'hui ? Oui. Et notamment quand on banalise ces thèmes, même dans les mots choisis, et je vise directement le Premier ministre. François Bayrou, qui a eu quelques termes autour de la submersion, c'était ce fameux terme employé. Oui, c'est quand on veut combattre l'extrême droite, on n'utilise pas ces mots. Je suis pour qu'on ait un débat sur l'immigration. Sans problème. Et moi, je suis assez sidéré quelquefois qu'on renvoie à la gauche l'impossibilité de parler sur la sécurité, l'impossibilité de parler sur l'immigration. Moi, je suis prêt. Par contre, on le fait avec des éléments qui ne soient pas que des éléments idéologiques. Il y a des réalités statistiques. Et je crois qu'il faut reprendre le biais de la raison. Et c'est là-dessus qu'on va devoir se quitter. Jean-Paul Vermeaux, maire socialiste de Morlaix, président de Morlaix Communauté, était avec nous ce matin. Vous reviendrez au micro de la matinale. Vous avez beaucoup de choses à dire. Et il y a tout ce travail autour de la lutte contre le trafic de stupéfiants à Morlaix. C'est la partie immergée de l'activité d'un maire, mais elle est importante. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci. Très belle journée. Merci, au revoir.
Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.